Comme un grand cycle séculaire, la tranchée, coupure de terrain militaire, revient sur le devant de la scène guerrière. Franchissons le parapet dans Combat Futur, le podcast de son commandement. Et pour aborder ces méandres parfois boueux, nous recevons le capitaine Etas, chef d'équipe projet au sein du Battle Lapter. Mon capitaine, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bon, soyons sans filtre. D'où venez-vous? C'est quoi votre métier? Alors moi, je suis officier de cavalerie. J'ai commencé militaire du rang dans les chars de combat, à Mourmelon, au 503e régiment de chars de combat, au 2e escadron, plus précisément, qui était l'escadron d'expérimentation Leclerc. Et ensuite, j'ai poursuivi mon chemin en rejoignant les troupes aéroportées, où j'ai commandé mon peloton, au 1er régiment de hussards parachutistes. J'ai par la suite demandé à rejoindre le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine 94e régiment d'infanterie à Sissonne, où j'ai fait partie de l'entraînement, ce qui m'a permis justement d'avoir une vue très large de toutes les unités de cavalerie françaises qui venaient s'entraîner, aussi des unités d'infanterie, de génie, d'artillerie. Donc ça a été très très riche comme expérience. Et à la suite de l'entraînement, toujours au Sanzub, j'ai intégré la cellule études et prospectives, où j'ai conduit la première expérimentation robotique lourde, on va dire, qui s'est déroulée en 2019, au tout début du Battle Lapter. Et petit à petit, ça m'a amené à demander mon affectation à la section technique de l'armée de terre, au groupement Innovation, aka Battle Lapter. Et me voilà. Vous êtes chef d'équipe projet, mais sur quel projet vous travaillez? Alors, au sein de mon équipe, on s'occupe principalement des drones. Des drones innovants, puisque le Battle Lapter, son rôle, c'est un petit peu d'être un éclaireur du besoin. On va regarder ce qui apparaît sur le marché, et à partir du moment où on voit un drone qui sort un peu des sentiers battus, eh bien, on va se l'approprier, on va en acheter un, deux exemplaires. On va être formé par l'industriel, et puis ensuite on va conduire des explorations technico-opérationnelles, et on rendra une conclusion qui intéressera ou non les unités concernées par la capacité. On s'occupe également des systèmes d'aide à la visée pour les armes légères d'infanterie. Et là, j'ai reçu un projet qui est un système de simulation par réalité virtuelle. Donc voilà, je n'ai pas encore débuté cette exploration, mais ça va se faire au deuxième semestre 2025. Alors, on a vu avec vos projets, on prend de la hauteur, mais nous sommes ici pour parler d'un sujet plus enterré. Oui. Et le conflit russo-ukrainien nous abreuve d'une guerre d'ailleurs qui semblait d'un lointain passé, celle des tranchées, on l'a bien compris. Alors on va amorcer à mèche courte. Est-ce qu'on n'avait pas oublié cet aspect du champ de bataille en France ? Non, je ne pense pas. On l'a mis de côté peut-être, le gelé, mais la tranchée, c'est quelque chose qui est éminemment militaire. Ça va chercher quand même assez loin dans l'histoire. Hein. Au Moyen-Âge, on se battait déjà, et peut-être même dans l'Antiquité. On peut même remonter jusqu'au siège de Vienne, 1683, les Ottomans, qui vont commencer justement à lui donner une forme très particulière, les travaux de sape qui vont progressivement mettre en danger, je dirais, justement les Autrichiens, qui fort heureusement seront appuyés par les Polonais, les hussards ailés de Jean III Sobieski. Donc la tranchée, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'univers militaire. Si vous prenez les tout débuts du Sanzub, vous remarquerez d'une photo aérienne, ou si vous vous y rendez, qu'il y avait des tranchées qui avaient été conçues entre les bâtiments pour justement permettre la défense de la ville. Donc non, on ne l'a pas oublié, simplement les conflictualités changeant, eh bien nous on est resté très capé sur le combat en montagne, le combat en jungle, le combat amphibie, le combat en zone urbaine. Et puis, bien, écoutez, à un moment donné, on ne peut pas s'entraîner dans tous les univers. Il faut faire des choix. Celui-ci, on l'a mis de côté puisque vous avez bien remarqué que la dernière grande opération qu'on a menée, c'était Serval puis Barkhane, la bande sahélienne, mission de type contre-insurrection, donc combat très mobile. Et c'est l'opposé, ce combat, de celui de la tranchée qui est un combat de position. Voilà. Mais on ne l'a pas oublié, non. Alors, vous semblez bien connaître Sissonne et ce fameux Sanzub. Je crois que le 11 février 2025, un événement particulier
s'y est déroulé et vous étiez un peu derrière tout ça, là. Oui, alors je n'ai pas tout seul, hein. C'est le Battle Lab au complet qui a eu cette mission qui est celui de réaliser une journée thématique, un événement thématique, puisque ça fait partie justement de nos missions. Et l'idée, ça a été, après celle qui s'est produite en novembre 2023 et qui portait sur la menace des drones FPV Racer et des moyens LAD à mettre en œuvre pour la parer, eh bien, de s'emparer du sujet du combat de tranchée. Donc c'est toujours l'Ukraine, finalement, qui est derrière, si vous voulez, cette inspiration, à l'origine de cette inspiration. Et là, clairement, on ne pouvait pas passer à côté, puisque, vous l'aurez remarqué, le front s'est figé assez rapidement. Cela en raison des moyens d'observation très très performants d'un côté comme de l'autre, de l'artillerie longue portée et puis bien évidemment des drones. Alors quand on ne peut plus bouger, surtout en race campagne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'enterre. On s'enterre parce que c'est un conflit qui est territorial. Donc on parle d'annexion, on parle d'invasion. Donc la tranchée, à quoi va-t-elle servir? Elle va avoir un rôle avant tout défensif. Elle va viser à interdire un accès à une zone donnée à un adversaire, ou lorsqu'on est l'adversaire et qu'on envahit un pays, eh bien, elle va nous servir justement à consolider ce qui a été conquis. Si jamais il y a un reflux en arrière, c'est de pouvoir justement disposer de la protection nécessaire pour faire face à une contre-attaque. Voilà. Donc elle est à la fois défensive, elle est d'abord défensive, mais elle peut avoir aussi un rôle offensif, vu sous cet angle. Je crois que vous avez abordé le problème de la tranchée sous un certain nombre de questionnements. Oui, tout à fait. On a, alors cet événement, il est exploratoire, c'est-à-dire que on n'a pas de forme qui est fixée dès le départ. On teste tout un tas de formules et la formule qui a été retenue ici, c'était justement de se rendre à Sissonne, dans un endroit appelé la tranchée des Lulus, qui n'est pas une tranchée qui a été créée par des militaires, mais une entreprise pour les besoins d'un film, la scène du film dans la tranchée qui s'appelle La guerre des Lulus, et qui est tirée de la BD éponyme La guerre des Lulus. Pourquoi ce choix? Eh bien, ça répond d'abord à des raisons d'emploi du temps. La plupart des réseaux de tranchées qui ont été créés récemment, ils se trouvent à l'intérieur des camps d'entraînement. On en a un important réseau de tranchées qui se trouve par exemple au Santac, à Mailly. On en a une également qui se trouve en dessous du village de Beauséjour, au Sanzube. On a un réseau de tranchées qui a été livré récemment dans le camp de Mourmelon. Mais ça, on en a appris l'existence assez tardivement, c'est-à-dire au mois de décembre dernier. On avait déjà tout lancé. Et l'idée, c'était de pouvoir disposer de cette zone sans empiéter dans les rotations, puisque les rotations sont prioritaires. Mais au-delà de cela, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un réseau de tranchées qui ressemble vraiment à la tranchée primaire que l'on trouve en Ukraine. La tranchée primaire, c'est quoi? C'est la tranchée qui se trouve tout à l'avant d'un dispositif défensif et qui le plus souvent est creusée par les moyens des soldats sans des moyens mécaniques. On a ensuite une tranchée secondaire qui est la tranchée d'appui, où on va trouver des moyens d'artillerie, et un troisième niveau qui est la tranchée de réserve, où on va trouver plutôt les postes de commandement ou les troupes qui vont stationner en vue justement d'assurer les relèves. Donc là, cette tranchée m'a semblé particulièrement intéressante. Et sur cette plateforme, eh bien, on l'a organisée en 9 axes thématiques. Organiser le terrain, gérer son environnement, communiquer, s'approvisionner, évacuer, recharger, alimenter, détecter les menaces, neutraliser les menaces, se protéger des menaces et enfin, survivre. Parce que dans la tranchée, on ne fait pas que survivre, que se battre, pardon, on y survit. Alors la tranchée, c'est du temps. C'est des hommes, on l'a compris, c'est des techniques. Une tranchée, vous en parliez, ça peut être manuel, mais j'imagine que c'est quand même mieux quand c'est mécanique. Mais c'est le boulot de qui de faire ça? C'est le fantassin, c'est le sapeur? Tout dépend de votre place dans le dispositif et la situation tactique du moment. Les engins du génie sont des engins qu'on va dire précieux. Tous les engins sont précieux. Mais ici, on a des spécialistes qui ne sont pas très nombreux. Et on a des engins qui sont encore moins nombreux que les spécialistes qui les servent. Donc, on ne peut pas se permettre de les perdre à l'heure où il y a des drones qui volent de partout. La tranchée primaire, clairement, ça va être le fait du soldat. Le soldat, il va creuser avec sa pelle,
Donc il va faire comme il le peut, et l'avancement de son réseau, elle sera en fonction des conditions climatiques et aussi de la géologie. Si le sol est durci parce qu'on est dans une période hivernale, ça va prendre énormément de temps et ça va humainement consommer beaucoup d'énergie, aussi du moral. Si on est dans des sols plutôt sablonneux, ce sera beaucoup plus facile, on avancera plus rapidement. Et puis ensuite, le génie, lui, va créer justement de l'ouvrage défensif d'un niveau supérieur, où là, on va commencer à mettre des planches, des caillebotis, on va commencer à mettre des sacs de sable, peut-être même des bastion walls, etc., etc. Alors, la tranchée doit être un ouvrage durable. Mais où est-ce qu'on trouve, justement, vous parlez des caillebotis, etc. Comment on fait pour... Alors ça arrive de l'arrière, hein, ou alors on va créer, je sais pas moi, des sortes de pilotis pour éviter que les pieds ne se retrouvent dans la boue ou dans l'eau. Mais ça, clairement, ce sont d'abord des matériaux qui viennent de l'arrière. Et quand ils ne viennent pas de l'arrière, ils viennent des lieux à partir desquels on va bâtir l'ouvrage. Et là, ça suppose aussi d'avoir des moyens. C'est la raison pour laquelle, dans la thématique organiser le terrain, on a commencé à parler vous savez, d'appareils électroportatifs sur batterie. On va parler par exemple de scie sabres, de marteaux perforateurs ou de perceuses visseuses. Ce qui n'équipe pas actuellement les groupes de combat. Mais clairement, si on leur donne cette possibilité, ils vont être capables justement d'organiser plus efficacement et plus rapidement leur ouvrage. Alors vous parliez quasiment de connaissances en géologie qu'il faut avoir pour creuser une tranchée. Alors ça, la géologie, non, je ne sais pas s'il faut avoir des connaissances, mais simplement, ayant fait mes classes à Mourmelon, vous savez, vos premiers trous de combat en zone 19, voilà, vous les creusez avec votre pelle US, vous voyez qu'il y a 20 cm de terre, et après c'est que des cailloux, hein, c'est que du calcaire. Donc là, vous apprenez vraiment à faire connaissance avec le sol. Mais moi, je ne peux pas me prévaloir de connaissances particulières en géologie. En revanche, nos officiers du génie, eux, sont plus capés, hein, sont les plus capés dans le domaine pour déterminer ces choses-là. Ouais. Et j'ai l'impression on revient un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire que la cartographie, l'étude du terrain, c'est super important. Je crois qu'il y a des endroits plus particuliers, on va retrouver les tranchées, par exemple en Ukraine. Oui, mais là encore, ça va dépendre de l'effet à obtenir. On ne peut pas creuser une tranchée comme ça nulle part. Ça va dépendre de ce que l'on veut interdire à l'ennemi, ça va dépendre de la situation tactique du moment, et ça va dépendre de l'endroit lui-même. Toutes les tranchées, tous les réseaux de tranchées ne se ressemblent pas. Il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. Oui, ils sont en quinconce ou ils sont linéaires, certains, mais clairement, on ne peut pas préjuger d'une longueur standard. On va avoir des tranchées qui, côté russe, font 70 km de long. On va avoir des ouvrages défensifs, en tout cas de 70 km de long. Donc pourquoi? Parce que sur la ligne Surovikin, voilà, qui s'étale parfois sur une profondeur de plusieurs dizaines de kilomètres, on parle de 30 km, voilà, on ne veut pas que ça passe. Si jamais ça reflue, on ne veut pas que ça passe. Donc on va mettre des bandes minées, on va mettre des dents de dragon, on va mettre des fossés anti-chars, parce qu'eux ont des moyens spécifiques pour creuser tout ça. Ils ont des appareils qui s'appellent MDK3, donc ils peuvent creuser des fossés anti-chars de 3,50 m de large sur 3,50 m de profondeur, avec un merlon défensif, avec jusqu'à 800 ou 900 m3/h. Et jusqu'à 15 000 m3 sur une journée de 16 à 18 heures. C'est énorme. On n'a pas de moyens comme ça du côté de l'OTAN. On n'en a pas. On n'est pas pourvu. Ils ont même d'autres appareils comme le BTM-3 qui, lui, va creuser une tranchée qui ressemble à une tranchée primaire. C'est une tranchée toute simple, large de, je crois, de 80 à 90 cm. Mais lui, c'est pareil. Il peut faire du 600, 700 m3/h. Donc, vous voyez, ce sont des moyens qui sont très spécifiques et qui permettent justement, qui ne sont pas très polyvalents en revanche, mais qui permettent de créer très rapidement de la tranchée. Ce qui veut dire que toucher un engin de génie comme ça aujourd'hui par l'artillerie par exemple, c'est quelque chose d'important. Ah oui, vous leur cassez une jambe. Alors, on parlait de forme de tranchée, vous avez parlé de quinconce. Oui. Quelle est la forme idéale? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des croisements? Il y a une typologie de la tranchée efficace. On parle de quinconce puisque à partir du moment où on prévoit toujours que l'adversaire prendra pied dans votre ouvrage. Si vous avez un ouvrage qui est strictement linéaire, à partir du moment où il prend pied, surtout s'il vous surprend, eh bien là vous allez être flanqué. Et ça peut être catastrophique.
À partir du moment où vous mettez un ouvrage en quinconce, vous lui donnez une forme géométrique qui va s'adapter au terrain et justement aux possibilités du terrain. Sinon, vous avez une bande forestière. Les chars peuvent la pénétrer, mais on opère un ralentissement. On peut la miner. Ils ne verront pas, et donc ils exploseront dessus. La quinconce permet justement de se protéger, même si il y a une pénétration ennemie dans l'ouvrage, oui, à minima. Alors la tranchée, est-ce que par ce dispositif ou d'autres, elle évite efficacement, on va dire, l'attrition? Alors la tranchée actuellement, en Ukraine, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Elle évite l'attrition, oui. Enfin, elle limite l'attrition en cela que si à un moment donné vous avez un axe de progression adverse, bon là c'est très difficile de prévoir les avancées russes puisque le front il fait environ 1350 km. Donc là, presque tout doit être valorisé. Mais après on va s'appuyer sur vous savez, les obstacles naturels. Par exemple, le Severodonetsk, donc des rivières, de grands cours d'eau qui clairement sont infranchissables. Infranchissables, sauf avec des moyens du génie, mais qui vont nécessiter aussi des reconnaissances en amont et qui nécessitent justement de ne pas y rester longtemps parce que justement les Russes ont tenté de le faire et ont subi des pertes quand même très conséquentes. Donc ils ont abandonné un petit peu, entre guillemets, en parenthèse en tout cas, entre parenthèses, ils ont abandonné ce genre justement de manœuvre, mais la tranchée protège parce que quand vous êtes en rase campagne, quand les obus tombent, les éclats d'obus, en fait, ça part à 360 degrés. Donc si vous êtes en dessous du niveau du sol, forcément, eh bien, vous allez vous en tirer à bon compte. Même si vous allez être choqué, même si c'est très très dur et que vous pouvez être blasté. Hein, parce que bon, vous avez environ, sur un obus de 155, c'est environ 7 kg d'explosifs à l'intérieur. Mais quand ce sont des bombes planantes les fameuses FAB 1500, donc entre 650 et 700 kg d'explosifs, ou les 3000, c'est 1500 kg d'explosifs, là, clairement, ça devient très compliqué. Donc si vous êtes à ras-le-sol, c'est clair que vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et je crois aussi que, touchant le terrain et particulièrement les tranchées, vous avez des cluster bombes et puis parfois aussi des thermobariques. Oui, les thermobariques. Alors ça, ça aussi, c'est très compliqué pour les Ukrainiens de faire face à cela, puisque bon, c'est une arme particulière qui n'est pas interdite par les conventions internationales. Hein. On les classe dans la Convention sur certaines armes classiques, dans son protocole 3, que c'est une arme incendiaire. Il est interdit de l'utiliser à l'endroit des civils en raison des brûlures qu'elle occasionne et contre des militaires qui sont à la proximité de civils. Dans la tranchée, il n'y a pas de civils. Donc là, on en fait un usage immodéré. Et pourquoi on en fait un usage immodéré? Eh bien parce que ces munitions combinent deux effets. Alors c'est un effet qui globalement est volumétrique, mais il combine à la fois une pression qui peut monter jusqu'à 3,5 bars ou plus sur le point d'impact, donc ce qui est énorme, et une température qui peut monter, qui est de l'ordre d'environ 2500 degrés. Et quand vous avez des roquettes, par exemple, qui sont tirées de TOS 1 Sonicepek ou TOS 2 TOS Oshka, ce sont des roquettes de fort diamètre, c'est une salve complète qui tombe sur vous. Il n'y a pas besoin de viser juste, puisque l'air va se contracter et l'onde de choc va être telle que si vous n'êtes pas brûlé ou désintégré par l'explosion elle-même, ce sont tous vos organes mous qui vont subir des dégâts irréparables, irrémédiables. Donc c'est une hémorragie interne, au mieux. Donc c'est très compliqué, mais ce sont des armes qui dans cet environnement comme en zone urbaine, sont redoutablement efficaces. Alors, on peut mourir dans une tranchée, on l'a bien compris là, mais il faut aussi y vivre. Alors, comment sont pris en compte certains fondamentaux, et j'ai envie de dire, pour commencer, un peu le plus basique, boire, s'hydrater? Alors là, c'est toujours pareil, ça dépend des flux, avant, arrière, qui sont rendus très très compliqués par l'activité 3D sur ce front. Il y a beaucoup les drones, d'abord les drones, l'aviation de chasse, en particulier côté russe, les VKS, mais également des hélicoptères dans une moindre mesure. Même s'ils ont un peu reculé, mais les Russes ont des missiles qui permettent de tirer très loin, comme l'Elmour, Isdelier 305,
Donc ils font quand même des ravages. Mais la problématique de l'eau dépend des flux logistiques. Après, si les flux sont coupés, on a des Ukrainiens qui sont restés parfois jusqu'à 67 jours coincés dans un trou puisqu'ils ne pouvaient plus rejoindre leurs camarades parce qu'ils étaient complètement cernés par les drones. Là, si vous n'avez pas de pompe filtrante, comme celle que nous avons présentée dans la rubrique survivre, si vous n'avez pas de lumière ultraviolet pour justement tuer tout ce qui est, vous savez, germes, tout ce qui est protozoaires et autres, bon bah là il vous reste plus grand chose. Vous buvez l'eau telle qu'elle se trouve dans la tranchée. Si c'est l'hiver ou l'automne, ça va encore, ça pleut, mais bon, avec les conséquences que l'on imagine. Mais quoi qu'il en soit, la problématique de l'eau, c'est la plus dure à gérer. Pour ce qui est de la nourriture, les gars vont arriver à survivre puisqu'ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent, aux alentours de leur tranchée, s'ils sont un peu futés. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que vous savez, apprendre à chasser, c'est un métier. C'est un métier, mais clairement, s'il n'y a plus de flux, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est comme une pomme qu'on mange pas et qu'on laisse, vous savez, au soleil. Elle commence à se flétrir et puis à la fin, elle pourrit et elle meurt. Et dans l'armée de terre, on a donc des machines qui permettent, ou des moyens techniques qui permettent de... Alors, pas de ce type-là, et c'est la raison pour laquelle nous les avons évoqués. Et c'est pareil, par exemple, pour ce qui est de l'hygiène, parce qu'à un moment donné, si vous ne vous lavez plus, là, vous êtes sujet, alors c'est pas la problématique de la faim, c'est pas la problématique de la soif, mais c'est la problématique, pareil, des microbes ou des infections. Surtout si vous avez une plaie et que vous ne pouvez pas vous laver, eh bien là, on a justement invité une entreprise à présenter son kit d'hygiène rapide qui permet de se laver sans que ça parfume le combattant, mais avec très peu d'eau. Voilà, ce sont des petites choses. C'est aussi lutter contre le froid. En termes de solutions, puisqu'on a évoqué des solutions high-tech, low-tech, mais aussi no-tech, on a remis au goût du jour le pull en laine 100% laine. Pourquoi la laine ? Parce que la laine, elle a des propriétés thermiques qui sont très très intéressantes, dans le sens où même si le pull est mouillé, il conserve ses propriétés thermiques. Et surtout, au contraire des vêtements techniques haute performance d'aujourd'hui, si on prend feu, la laine ne prend pas feu aussi vite qu'un vêtement synthétique, voire même, je ne vais pas dire pas du tout, elle prend feu, mais elle peut s'éteindre d'elle-même. Là où une parka Gore-Tex ou autre va faire que ça va se mélanger avec votre peau, et si vous survivez à ça, c'est à la pince à épiler ensuite qu'on va retirer tout ce que vous avez dans le corps. Vous voyez, on parlait de choses très simples, des bottes aussi. Aujourd'hui, on a d'excellentes chaussures dans l'armée de terre. Ce sont des chaussures Gore-Tex de marque vraiment de première marque. On n'a pas à se plaindre de ça. Le problème, c'est que quand votre pied s'enfonce dans 40 cm de boue, bon, là, c'est fini. Et là, c'est de la botte qu'il faut. Donc là, on a présenté la botte finlandaise avec un chausson thermique dedans et en parallèle des chaussons de récupération. Puisque si le pied macère, il faut très vite le sécher, puisque si vous ne le faites pas, eh bien, il va se flétrir, ça va amener à un pourrissement. Et à partir du moment où ça pourrit, eh bien, vous avez le phénomène appelé pied de tranchée qui apparaît. Donc, c'est soit la septicémie, soit l'amputation. Donc, on a bien compris qu'il faut un équipement particulier pour durer dans cet environnement et pour faire son boulot qui est... de tenir une tranchée pour les uns et pour les autres aussi, de faire l'assaut, de mener l'assaut. Oui, donc, est-ce qu'il y a des techniques particulières qui se sont dégagées ces derniers temps ? Faut toujours garder à l'esprit que quand on lance un assaut sur une position défensive, alors ça peut être une tranchée, ça peut être un bâtiment. Donc, quand il s'agit d'aller justement s'emparer d'une position, on est toujours défavorisé, puisqu'on ne sait pas à l'avance si l'endroit est valorisé dans sa périphérie par des mines antipersonnelles, des mines anti-chars et autres. Donc ça nécessite effectivement des moyens particuliers. Aujourd'hui, on a les drones qui vont quand même nous apporter des renseignements qu'on ne pouvait pas obtenir aussi rapidement auparavant. Mais quand on va justement rentrer dans la tranchée, eh bien, nous, ce qu'on a tenté de présenter au travers des différentes solutions, c'est l'approche d'un assaut de tranchée augmenté. Alors c'est quoi l'assaut de tranchée augmenté ? Ça passe par des exosquelettes passifs, comme ceux qui sont en train d'être expérimentés au GIGN, parce que le GIGN rentre littéralement dans les couloirs de feu.
Donc eux ont besoin de solutions qui leur permettent finalement, malgré les tirs adverses, de continuer à progresser. C'est exactement ce qui se passe dans une tranchée. Donc il faudrait par exemple un bouclier. Exactement. Après l'exosquelette passif qui est fait de différentes plaques qui vont protéger les membres inférieurs, supérieurs et même le torse de l'opérateur, on va mettre effectivement un bouclier. Et là, on a des boucliers qui ont des propriétés antibalistiques particulières, une géométrie particulière qui permet d'observer sans se découvrir. Et enfin, un casque que l'on a présenté, le casque Ronin, qui lui, pareil, arrête les projectiles de 9 mm, et donc de 5,56 ou de 7,62. Alors, perforant, non, mais en balle ordinaire, voilà, c'est capable de l'arrêter. Ça va quand même un peu plus loin que l'équipement actuel, qui est déjà de très bonne facture, mais qui, dans cet environnement particulier, où l'engagement se fait à très très courte distance, apporte un début de réponse. Et ce casque Ronin, c'est qu'un élément de protection ou il y a en plus de l'infovalorisation, ce genre de choses? Non. C'est un casque qui est hautement modulaire. On a des rails Picatinny sur les côtés, on peut mettre des lampes, on peut mettre des HUD, donc des systèmes d'information, on peut rajouter une visière type GIGN si on le veut, etc. etc. Donc non, c'est un casque qui pour le moment est un casque qui joue son rôle de casque intégral de protection balistique. Mais par rapport à un casque, je dirais classique, là clairement on franchit une étape. Et l'utilisation de toutes ces... On a aussi parlé de cape anti-éclat. Donc là, on revient en fait, entre guillemets, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va se réapproprier des armures, des cottes de mailles. Et on va faire en sorte qu'il y ait le moins de défauts de cuirasse possible. Et quand vous avez ça, vous prenez l'ascendant, vous reprenez l'ascendant dans la tranchée, même si vous êtes l'assaillant. C'est plus tout à fait la même chose. Et avec tous ces équipements, est-ce que ça veut dire que ça va aussi changer le tir? Alors oui, ça va amener à certains questionnements d'ordre doctrinaux, mais c'est le but de ce genre de journée thématique. Clairement, il faudra voir si on peut repenser la manière dont on tient notre arme, puisque en Ukraine, que ce soit du côté russe comme du côté ukrainien, on applique le tir des épaulés. Ce qui contrevient, nous, à notre règle qui nous interdit de tirer, en tout cas l'arme longue, de manière désépaulée et de garder l'index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Donc être sûr de son objectif, règle numéro 4. Ça nécessite une réflexion, oui. Oui, parce que clairement, le no man's land de la tranchée, c'est ce qui se trouve à l'horizontale, c'est ce qui est en dehors de la tranchée. Et clairement, si vous franchissez cet espace, vous avez presque toutes les chances d'y laisser votre peau. Et c'est la raison pour laquelle, en raison de la géométrie de la tranchée, on prend son arme, on délivre des feux dans le couloir de feu, et ensuite seulement on s'engage. Avec ou sans grenadage préalable. Alors ça amène à nous poser une question qui est... évitons de combattre directement, soyons camouflés. Est-ce qu'on peut, alors qu'on est dans une tranchée, être invisible à l'ère des drones et du satellite? Quand vous soulevez de la terre, c'est le cas particulier de ces endroits dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la terre à la surface est marron, mais ce que vous allez enlever du sol, il est blanc. Puisqu'on a du calcaire en dessous. Donc là, c'est très très compliqué de tout camoufler, de tout mettre dans des sacs. Mais la question se pose, effectivement. C'est est-ce qu'on n'aurait pas des moyens pour justement faire en sorte que cette matière, qui n'est pas de la couleur de celle qui est visible à la surface du sol, soit cachée? Mais là c'est un travail de... Enfin, vous l'imaginez bien. Faut savoir que vous savez, les hommes ont des piles aussi. Hein. Donc c'est pareil, c'est quand vous leur demandez des efforts conséquents, il y a une sorte de triangle. Hein. Donc il y a le moral, et puis ensuite il y a l'énergie. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment repenser ça. Mais pour ce qui est du camouflage de la tranchée, on peut camoufler la tranchée, mais camoufler une tranchée complète, ça nécessiterait d'avoir des savoir-faire qui se rapprochent de ceux qui sont appliqués par le 13e régiment de dragons parachutistes, c'est-à-dire des caches complètes. Mais si vous avez une cache complète, vous ne pouvez plus combattre
de manière aussi libre que le nécessite la tranchée, qui doit être, je dirais, quand même à minima ouverte pour pouvoir délivrer des feux très rapidement et facilement. Donc c'est pareil, là encore, ça nécessite une réflexion. Mais des solutions de camouflage, on en a évoqué lors de cette journée, hein, des camouflages multispectraux, donc, qui dans le domaine du visible sont très très efficaces, dans le domaine de l'infrarouge également, et qui aussi résisteraient justement à la détection par computer vision, par les algorithmes. Donc à voir, mais c'est une piste. Mais c'est quand même ça représente un véritable défi. Et on peut même imaginer un brouillage des images qui seraient prises par drone ou satellite. Oui, enfin, c'est pareil, c'est depuis la tranchée. Depuis la tranchée, ça nécessiterait d'avoir des moyens particuliers comme des brouilleurs laser. Mais là, pour le moment, ces technos sont encore vraiment en développement. Ça existe, hein. Si vous prenez le système Iron Fist israélien de contre-mesure, qui vise à protéger les chars, dans sa dernière version, lui, il est capable justement de brouiller l'optique justement d'un missile anti-char qui arrive dans sa direction. Mais ça s'applique sur un char. Dans une tranchée, je l'ignore complètement. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir communiquer. Et pour communiquer, on a remis au goût du jour, en tout cas on l'a représenté le E8, hein, le téléphone filaire qui est quand même assez ancien avec la KL5 sur DR8. Et on a invité une entreprise justement qui travaille déjà pour le ministère des Armées, notamment la Marine, et qui, elle, a présenté son téléphone autogénérateur, qui est un E8, je dirais, modernisé, et qui ne fonctionne qu'avec qui fonctionne avec l'énergie que produit votre voix, et jusqu'à 5 abonnés. Donc c'est une solution qui est éminemment intéressante pour le combat de tranchée, puisque celle-ci, elle est indétectable, elle n'émet aucun rayonnement, et on ne peut pas la brouiller. On ne peut pas non plus faire d'intrusion et autres. Donc ça fait partie de ces solutions qu'on a évoquées, y compris des solutions haut du spectre, comme des bornes de communication Li-Fi. Justement, je voulais vous parler de la communication et de la communication électronique. Hein. C'est difficile de pouvoir opérer maintenant sans cela. Oui. Mais dans une tranchée, comment est-ce qu'on obtient l'énergie nécessaire, justement ? Alors là, c'est pareil. C'est comme les flux logistiques, c'est très compliqué. Vous pouvez... Alors, le plus souvent, il y a un groupe électrogène. Hein. Il y a un groupe électrogène, mais ça, c'est quand même surtout le fait de la tranchée secondaire et de la tranchée de réserve, la tranchée tertiaire. L'échelon primaire, lui, il ne doit pas faire de bruit, il ne doit pas rayonner, que ce soit sur le plan électromagnétique ou le plan infrarouge, donc c'est très très compliqué. Donc nous, ce qu'on a évoqué, c'était des systèmes de groupes électrogènes à base d'hydrogène, qui n'émettent rien en termes de rayonnement et de bruit. Après, ça reste quand même assez imposant aujourd'hui, mais ça va s'est amené à se miniaturiser. Sinon, on parle de panneaux solaires, même si ce n'est pas optimal. Mais pour des petits équipements comme la tablette, comme le téléphone, parce qu'on utilise beaucoup le téléphone dans les tranchées en Ukraine, hein, le réseau LTE continue de fonctionner selon les endroits. Donc il y a un échange d'informations qui se fait par ce biais-là. Et les Russes ne détruisent pas systématiquement ce réseau-là, puisqu'ils l'utilisent eux aussi. Hein. Donc ils mettent des SIM parfois sur les Shahed, et puis ensuite ils les envoient et ça leur donne la position en retour. Donc vous voyez, c'est un jeu du chat et de la souris, mais... non, c'est très compliqué. On a justement présenté, par le biais d'une entreprise française, une génératrice manuelle. Donc pareil, un système qui est vraiment impeccable, hein, qui permet justement, avec de l'énergie musculaire, eh bien, de pédaler et de recharger. Donc tout un tas de solutions de cet ordre-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se défaire de l'énergie fossile, en partant toujours du scénario le plus défavorable, en s'appuyant sur le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire on est coupé de l'arrière. Comment fait-on? Si donc on apporte des solutions à la tranchée primaire, mécaniquement pour la tranchée d'appui et la tranchée de réserve, ça ira beaucoup mieux. Mais l'idée, c'était vraiment de parler de la tranchée primaire. Et cette tranchée primaire, ben, pour en finir, on peut dire que le fait marquant, c'est sa prise par... Des assaillants, des fantassins, mais dans la réalité, aujourd'hui, est-ce que le drone n'a pas absolument tout changé? Alors, le drone n'a pas changé les grands principes de la guerre édictés par le maréchal Foch. En revanche, il a changé la façon de faire la guerre. Ça, c'est évident.
On a vraiment l'irruption de la société civile dans la guerre. Hein, elle s'est invitée dans la guerre et elle a changé pas mal de choses. En tout cas, elle a cassé quelques cloisons. Et dès lors, on a des jeunes qui étaient fans de drones, fans de jeux vidéo, qui se sont rendus volontaires côté russe, enfin côté ukrainien, pardon, mais aussi côté russe, hein, et qui ont apporté leur soutien à leur armée et qui ont réalisé des choses complètement folles en termes, je dirais, vous savez, de pertes chez l'adversaire, puisque les drones aujourd'hui, un drone équipé d'une PG-7 ordinaire, hein, c'est une roquette qui perce aux alentours de 500 mm de blindage, donc c'est quelque chose qui de face ne fait pas grand-chose à un char lourd. Hein. En revanche, quand elle est employée sur un drone et qu'elle l'attaque par le dessus, ça change tout. Et là, on a des jeunes qui ont un palmarès que n'ont jamais eu des soldats de 30 années de service, y compris dans des unités qui ont été fortement engagées. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse globale et définitive face à cette menace. On a des solutions qui commencent à émerger, mais là encore, il faut faire très très attention avec, vous savez, je ne vais pas dire ces effets de mode, mais il y a toujours un caractère prophétique qui émerge à chaque fois qu'une innovation s'invite sur le champ de bataille. Le drone, actuellement, a pris tout le monde de court, puisque c'est un engin de loisir. C'est surtout en Syrie qu'on a utilisé des DJI Phantom à des fins militaires, et ensuite ça n'a cessé finalement de se développer jusqu'à arriver en Ukraine, où là on a utilisé des drones FPV Racer, et on les a militarisés. Et ça a changé beaucoup de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui va, à mon sens, se tarir. Les engins blindés vont développer des systèmes de protection active qui vont inclure ce genre de menaces. Et parallèlement, on va aussi avoir une aviation de la très basse couche qui va aussi émerger. C'est-à-dire des drones qui vont lutter contre d'autres drones, et de manière automatique. Et je crois que vous avez eu très récemment des chiffres, peut-être issus du ministère russe de la Défense, sur quels sont les impacts des drones sur le terrain. Oui, tout à fait. Alors ça faisait partie de ma revue du jour. Et depuis une source Telegram, eh bien, effectivement, selon le ministère de la Défense russe, 75% des blessures des combattants dans la tranchée sont le fait des drones. 20% de l'artillerie, et le restant par les armes légères d'infanterie et les morts diverses. Et l'évacuation des blessés, le temps d'évacuation des blessés a été multiplié par 3 pour être porté à 14,5 heures. C'est-à-dire du côté russe. Donc là, on oublie la golden hour, c'est-à-dire cette heure où on doit évacuer le blessé et tout de suite lui apporter les soins dont il a besoin. C'est juste impossible. Tout est pris pour cible, tant du côté russe que ukrainien. Donc là encore, comment fait-on aujourd'hui pour évacuer nos blessés, nos morts? D'autant que, et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné par ailleurs, mais on voit des choses qui sont très dures au travers des vidéos. J'en ai regardé plus d'un millier sur Telegram et ailleurs, mais on voit souvent on voit régulièrement des soldats qui achèvent leurs camarades. Nous, c'est interdit de le faire. Dans l'article 8 du Code d'honneur du soldat français, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Cependant, quand on observe bien toutes les scènes de combat qui se produisent là-bas, systématiquement, évacuer son camarade, c'est se condamner à mourir avec lui. Parce que les drones, en fait, prennent en charge tout ce qui bouge. C'est pas une ambulance. Donc là, clairement, boum, terminé. Là encore, ça pose des questions. Est-ce qu'il faut y voir de la déshumanisation du côté russe ou autre? Je ne sais pas. Cependant, c'est des choses qui m'ont, quand je les ai regardées, qui m'ont un peu choqué, effectivement. Mais c'est vraiment un phénomène que j'ai observé. Et si les gens ne se dispersent pas, ils restent concentrés, eh bien, ils meurent tous ensemble. Et ils s'évacuent avec les moyens qu'ils ont, soit à la force des bras, donc c'est extrêmement éprouvant, soit avec des brouettes, soit avec tout ce qu'ils ont sous la main. Parce que les secours ne viennent plus jusqu'à eux. Ils se retrouvent isolés puisque le drone détecte
cloisonne, détruit tout ce qui bouge. Donc là encore, il va falloir effectivement, je crois, avoir des réflexions là-dessus, et peut-être qu'il n'y a pas de solution, et qu'il faudra l'accepter. Pour éviter cela, justement, est-ce que vous avez peut-être au moins une solution pour qu'on évite d'avoir toujours un peu de retard sur la réalité? Est-ce que c'est possible? Non, je ne crois pas. Aussi bonne soit la qualité de l'entraînement et des moyens mis à disposition, mon point de vue, je procéderai par l'absurde par rapport à ce que j'avais dit à d'autres journalistes, c'est qu'on sera toujours en retard. Quand vous vous entraînez, et que vous entraînez dur, et je pense que c'est ce que nous faisons dans notre armée, il suffit de se rendre dans les centres d'entraînement et vous pourrez le mesurer par vous-même, en fait c'est pour être moins en retard qu'en retard. Parce que la réalité de la guerre, ce n'est pas celle des entraînements, même si l'entraînement n'est qu'une valeur approchée de la guerre. Mais ce n'est pas la guerre. À partir du moment où on perd 15 mecs d'un coup, psychologiquement vous êtes déstabilisé. Les gars qui hurlent, le gars qui a plus de jambes ou quoi que ce soit, vous avez perdu, vous pensiez mener une offensive, votre plan était bien ficelé, et vous avez perdu d'un coup 5 ou 8 chars, vous êtes refroidi instantanément. Et voilà, donc il y a tellement de variables dans la guerre, dans l'engagement, dans le combat, qu'à un moment donné, voilà, alors c'est pourquoi nous on s'entraîne comme on s'entraîne. Mais je reste convaincu que c'est quelque chose qui guette toutes les armées. C'est comme ça pour tout le monde. Si les Américains, qui ont des moyens considérables, s'engagent face aux Russes, ils prendront la foudre au début. Mais ils s'adapteront, puisque notre métier, nous condamne à le pratiquer dans sa chair, à le vivre dans sa chair, pour qu'on puisse apporter les réponses les plus justes au bon moment. C'est tout l'intérêt de la mission de la STAT et de sa devise, être exact. C'est-à-dire apporter les solutions techniques aux combattants afin de leur permettre de produire le bon effet au bon moment, au bon endroit. Après, pour ce qui est de la doctrine, de l'engagement, ça c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Merci Capitaine Etas. Merci. Merci d'avoir rendu toutes les dimensions de ce sujet, d'avoir creusé avec Combat Futur à la recherche des trésors de la connaissance. Restez à l'affût, nous sommes en veille. Restez en veille, nous sommes à l'affût.